Le 14 novembre 1977, à 3h40, un convoi militaire quitta discrètement la caserne de Mourmelon-le-Grand, dans le nord-est de la France. Il était composé de 6 camions Berliet vert olive, de 2 jeeps d'escorte et d'un véhicule blindé léger en queue de convoi. Officiellement, il s'agissait du transport de matériel de communication destiné à la maintenance d'une base proche de la frontière allemande. Rien d'inhabituel pour l'époque de la guerre froide. Le dernier contact radio a été enregistré à 7h12. À 9h30, le train a disparu. Aucune épave, aucun appel de détresse, aucun témoin fiable. La route D931, qui traversait des zones isolées de la région Champagne-Ardenne, a été ratissée pendant des semaines. Des hélicoptères ont survolé des forêts denses. Des équipes cynophiles ont parcouru des kilomètres de terrain boueux. La presse a reçu un bref communiqué, exercice logistique avec panne de communication, situation sous contrôle. La situation était hors de contrôle. Le capitaine Étienne Morel commandait le train. Fils d'un général algérien décoré, Morel était réputé pour sa discipline quasi obsessionnelle. Il ne commettait aucune erreur logistique. Il n'improvisait pas d'itinéraire. Il respectait scrupuleusement les protocoles. Pour ses supérieurs, il était prévisible, et c'était une qualité précieuse. Parmi les soldats se trouvait le sergent Luc Bernard, un mécanicien talentueux, réputé pour son ingéniosité et sa capacité à improviser des solutions avec des pièces improbables. Contrairement à Morel, Bernard remettait en question les ordres dès qu'une incohérence lui paraissait flagrante. Une tension latente régnait entre les deux hommes, déjà perceptible lors des exercices précédents. La veille du match, un détail apparemment anodin se produisit. Le parcours fut modifié à la hâte. Non pas par Morel, mais par la hiérarchie, qualifiée de priorité stratégique. Le tracé devait désormais traverser une zone de forêt dense, près d'un ancien complexe industriel désaffecté depuis la Seconde Guerre mondiale. Aucune explication n'a été donnée aux hommes. À 2h50 avant le match, un opérateur radio a enregistré des interférences inhabituelles sur la fréquence militaire. Des sons métalliques étaient entrecoupés de parasites irréguliers. L'incident a été classé comme panne technique. Lorsque le train a franchi le kilomètre 48 de la D931, le brouillard était épais. Des témoignages ultérieurs de riverains ont fait état de bruits de moteur plus forts que d'habitude, comme si la forêt amplifiait le son. Après cela, un silence absolu. Le gouvernement français a ouvert une enquête interne. L'hypothèse initiale était celle d'une désertion massive, écartée en moins de 48 heures. Aucun des soldats n'avait d'antécédents d'instabilité ou de liens suspects. Une autre piste suggérait l'implication d'un groupe extrémiste. Aucune revendication n'a été faite. Au fil des mois, l'affaire a peu à peu été éclipsée par d'autres événements politiques. Les familles ont reçu des communiqués officiels, des promesses vagues, puis le silence. 35 ans se sont écoulés. En 2012, la journaliste d'investigation Claire Dufour a reçu à son appartement lyonnais une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents militaires marqués comme confidentiels défense. Il y avait des cartes avec des coordonnées dessinées à la main, des enregistrements d'interférences électromagnétiques et une photographie aérienne prise 2 jours après la disparition. L'image, agrandie et marquée de cercles rouges, montrait une clairière nouvellement formée dans la forêt, comme si quelque chose de lourd en avait été retiré. Cette clairière n'a fait aucune mention publique dans les rapports officiels. Claire était réputée pour exhumer des affaires oubliées de la guerre froide en France. Persévérante, méticuleuse et difficile à impressionner, elle se distinguait de Morel, qui obéissait aux ordres sans broncher. Dans les documents, un nom apparaissait à plusieurs reprises, Projet Orion. Aucune explication. Un autre détail a attiré son attention. Une note interne datée du 22 novembre 1977 mentionnait une anomalie atmosphérique localisée et recommandait un confinement immédiat des informations afin d'éviter la panique et les répercussions internationales. L'anomalie atmosphérique n'a pas provoqué la disparition des trains. Claire a commencé à recouper les données. Elle a découvert que, quelques semaines avant la disparition,
Des capteurs de détection magnétique expérimentaux avaient été installés dans la zone. Cette technologie était encore en phase de test et liée à la recherche stratégique de l'OTAN. Pourquoi un train de marchandises régulier passerait-il précisément par cet endroit? Au cours de son enquête, Claire a reçu un appel anonyme. Une voix d'homme, âgé, grave. Ils n'ont pas disparu. Ils ont été déplacés. La communication a été coupée. Le lendemain, elle trouva un autre document dans l'enveloppe, une liste de noms, les 28 soldats du convoi. À côté de 3 d'entre eux figurait un symbole manuscrit, un cercle barré d'une ligne verticale. Parmi ces 3 noms figurait celui du sergent Luc Bernard. Claire comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple disparition. Il y avait un processus de sélection. La même semaine, lorsqu'il a demandé l'accès officiel au dossier complet, il a reçu une réponse formelle refusant sa demande en raison d'un risque pour la sécurité nationale qui est toujours en vigueur. 35 ans plus tard, ce train avait quelque chose d'étranger au passé, et quelqu'un, au sein des structures de l'État, avait décidé qu'il était temps de révéler des fragments de vérité. Mais les fragments peuvent aussi être des pièges. En agrandissant la photographie aérienne sur son ordinateur, Claire remarqua quelque chose de presque imperceptible à la lisière de la clairière. Des marques parallèles au sol, comme des traces improvisées pointant vers la forêt et non vers la route. Le train n'avait pas quitté la voie principale, il avait été emmené, et quelqu'un a fait en sorte que personne ne sache comment. L'enquête de Claire Dufour commença à révéler non seulement les détails de la disparition, mais aussi la complexité d'un pays tiraillé entre le secret militaire et la lenteur de l'administration. Lyon, où vivait Claire, était une ville de contraste. Des rues étroites et chargées d'histoire, bordées de vieux cafés, une modernité discrètement omniprésente et une population habituée à vivre avec des secrets d'État à demi dissimulés. Chaque coin de rue semblait porter en lui des fragments de la mémoire collective française, mêlant le quotidien aux ombres du passé. Claire n'était pas seule dans sa quête. Il y avait Philippe Laurent, un ancien agent de la DST, Direction de la Sécurité Territoriale, relégué à des tâches administratives après avoir dénoncé des irrégularités dans des opérations classifiées. Laurent, agissant toujours comme un militaire même hors service, avait accès à des dossiers confidentiels et des contacts sur les bases militaires. La tension entre Claire et Philippe n'était pas personnelle. C'était un choc des mondes. L'investigation journalistique contre la sécurité d'État, mais une confiance tacite existait. Sans lui, Claire n'aurait jamais franchi le mur du secret qui entourait l'affaire du convoi. Avec le recul, Étienne Morel vivait encore dans un village isolé d'Alsace. Après la disparition, il fut relevé de ses fonctions sans explication claire. Les années n'avaient pas atténué son perfectionnisme. Chaque matin, il relisait de vieilles cartes, se remémorant les kilomètres parcourus par le D931 et les instructions reçues. Son obsession silencieuse pour chaque détail perdu de cette journée reflétait la frustration d'un homme qui connaissait la discipline militaire, mais ne pouvait maîtriser l'inexplicable. Il n'était plus que l'ombre de l'officier rigide qui commandait le convoi, vivant parmi des souvenirs fragmentés et des notes manuscrites. Le sergent Luc Bernard, quant à lui, avait complètement disparu des radars officiels. Des rumeurs laissaient entendre qu'il avait été recruté pour un projet secret, ou peut-être éliminé pour en savoir trop. Bernard avait le don d'improviser et était d'une nature curieuse. Ses actions, même au sein d'une discipline militaire rigide, contrastaient souvent avec l'obéissance aveugle de Morel. Ses traits de caractère expliquaient pourquoi son nom était marqué de l'étrange symbole dans les documents récemment découverts. Une sélection invisible aux fins inconnues. Les éléments culturels et historiques de la France ont enrichi le récit. La forêt de Mourmelon, théâtre principal de la disparition, portait les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Anciens bunkers désaffectés, vestiges industriels et voies ferrées abandonnées s'entremêlaient au paysage naturel, créant un labyrinthe capable d'engloutir
hommes, véhicules et histoire. Parallèlement, la population locale, habituée aux rumeurs de résistance, d'occupation et d'accidents militaires, observait la situation de loin, murmurant à propos des fantômes de la forêt sans jamais faire intervenir la police. Un autre personnage important fit son apparition, Jeanne Morel, la sœur du capitaine. Bibliothécaire de formation, spécialisée dans les documents historiques français, elle était devenue une alliée inattendue de Claire, lui apportant un éclairage précieux sur les cartes anciennes et les archives militaires en partie oubliées. Méticuleuse, presque obsessionnelle, Jeanne entretenait avec Étienne une relation empreinte de loyauté et de frustration. Elle ne comprenait pas pleinement le comportement obsessionnel de son frère, mais elle savait qu'il était le seul capable de déchiffrer certains schémas dans les mouvements du convoi. Le pays, à son tour, était un personnage silencieux. Le froid et le brouillard de l'automne français de 1977, les routes de campagne étroites, les vignobles environnants, les villages isolés, tout cela influençait les décisions. Un convoi militaire traversant ces paysages devait faire face non seulement à des obstacles physiques, mais aussi à un décor chargé d'histoire, de souvenirs et de mystères. En reliant les vieilles cartes aux nouvelles coordonnées, Claire comprit que chaque personnage détenait des fragments de l'énigme. Morel la discipline, Bernard l'improvisation, Philippe les contacts et l'expérience, Jeanne les recherches historiques. Chacun, pris isolément, était incapable de résoudre le mystère. Ensemble, ils formaient une mosaïque de possibilités, tandis que les documents soulevaient plus de questions que de réponses. La forêt dissimulait des sentiers, des chemins de fortune, des bunkers abandonnés et des traces d'opérations clandestines, de petits détails apparemment insignifiants comme une clôture de barbelés rouillés ou une trace de pneus inhabituels pouvaient être la clé pour comprendre le sort du train disparu. La tension était palpable, car le temps, même des décennies plus tard, continuait de favoriser ceux qui cherchaient à préserver le secret. Chaque personnage avait ses propres motivations. Claire, l'obsession journalistique, Philippe, le devoir de dénoncer les irrégularités, Jeanne, protéger son frère et comprendre son silence, Morel, organiser et comprendre l'inexplicable. Tous agissaient dans un contexte imprégné de la mémoire historique, culturelle et géopolitique de la France, créant des strates narratives qui s'entremêlaient avec la disparition et les documents qui ont émergé 35 ans plus tard. Claire Dufour décida qu'il lui fallait une preuve tangible. Les documents indiquaient des coordonnées précises dans la forêt de Mourmelon, près d'un ancien complexe industriel abandonné. C'était la fin de l'automne, et le brouillard persistant transformait chaque arbre en une silhouette fantomatique. Claire savait qu'elle ne pouvait pas affronter la forêt seule. Elle contacta Philippe Laurent, qui hésita instinctivement, conscient que les zones encore sous surveillance militaire pouvaient être dangereuses. Arrivés sur place, ils comprirent que les traces improvisées visibles sur la photographie aérienne n'étaient pas le fruit du hasard. Chaque marque semblait calculée pour guider les véhicules lourds vers des clairières précises, probablement camouflées pour échapper aux radars et aux observations aériennes. Le terrain boueux rendait la progression difficile, et chaque pas résonnait d'étranges craquements métalliques provenant de la forêt. Le suspense ne venait pas seulement de l'inconnu, il provenait aussi du sentiment que quelqu'un les observait encore. Au fil de leur enquête, Claire et Philippe se heurtèrent à une série d'obstacles inattendus. Des barricades de fortune, de vieilles caméras reliées à des capteurs électromagnétiques encore fonctionnels, et des traces d'activités récentes indiquaient que le site n'avait jamais été totalement abandonné. Quelque chose, ou quelqu'un, y était toujours actif. Chaque avancée dans la forêt révélait des preuves plus troublantes encore. Des débris de vieux véhicules militaires, des cartes annotées d'itinéraires alternatifs et des vestiges de communication codée que Bernard avait probablement laissés sur place. La pression s'intensifia lorsqu'ils commencèrent à déceler des schémas. Des annotations en marge des documents laissaient supposer que seuls certains véhicules ou soldats avaient été sélectionnés pour disparaître. Le symbole d'un cercle barré d'une ligne verticale réapparut dans plusieurs inscriptions, mais sa signification demeurait obscure.
Philippe émit l'hypothèse que cette sélection impliquait des essais de technologie militaire de pointe, peut-être des systèmes de camouflage ou des moyens de transport secrets. Claire, quant à elle, n'excluait pas l'intervention de forces extérieures au gouvernement français. Au fil de l'enquête, Morel fit son apparition. Il décida de quitter sa vie recluse, où il s'était consacré à la protection des vestiges de son héritage militaire, et de collaborer, en partie, avec Claire. Sa présence engendra immédiatement des tensions. La discipline et la précision militaire se heurtèrent à l'improvisation et à la curiosité journalistique. La forêt, déjà hostile, devint le théâtre de petites querelles et de désaccords stratégiques. Des personnages secondaires ont également compliqué le conflit. Les habitants, d'anciens employés du complexe industriel, hésitaient à parler, certains par crainte tacite de représailles. L'un d'eux, Henri, un ancien technicien de l'OTAN, a fourni des indices importants, mais sa méfiance était manifeste. Il a évoqué des projets expérimentaux, mais de manière décousue, soulevant plus de questions que de réponses. Chaque information était à la fois un obstacle et un indice, un réseau reliant disparition, secrets militaires et intérêts géopolitiques. Au-delà des menaces physiques, une tension émotionnelle palpable régnait. Claire se sentait obligée de révéler la vérité sans mettre des vies en danger. Philippe était hanté par le souvenir de ses collègues disparus lors d'opérations précédentes. Morel, quant à lui, était confronté à son propre passé et au poids de décisions prises des décennies plus tôt. Le récit commença à démontrer que le conflit n'était pas seulement extérieur, mais aussi intérieur, mêlant peur, éthique, devoir et loyauté. À chaque avancée, de nouvelles révélations surgissaient. De vieilles cartes indiquaient que le train aurait pu être conduit dans des tunnels souterrains construits pendant l'occupation allemande, un réseau de bunkers reliés par des galeries que la forêt dissimulait encore. Cela expliquait l'absence de traces en surface. Et si cela s'avérait vrai, la France entière s'était rendue complice de ce silence pendant des décennies. Le conflit s'est envenimé lorsque Claire a découvert un journal intime partiellement brûlé contenant les notes de Luc Bernard. Ce journal décrivait d'étranges expériences impliquant du matériel inconnu, des bruits métalliques dans la forêt et des phénomènes d'interférence électromagnétique. Bernard avait prédit que, s'il était découvert, ce journal pourrait servir à dissimuler des disparitions, et il avait laissé des indices codés afin que quelqu'un puisse reconstituer les événements. Chaque découverte accentuait le risque. Plus ils avançaient, plus ils se rapprochaient d'une personne qui ne souhaitait pas être découverte. Les forces en jeu n'étaient pas seulement militaires, mais aussi stratégiques, politiques et peut-être même internationales. Chaque décision prise par le groupe pouvait apporter des réponses ou un danger immédiat. La disparition du convoi, jadis un mystère historique, se transformait en une énigme vivante et menaçante. Au fur et à mesure que Claire, Philippe et Morel progressaient dans leur enquête, d'autres aspects du mystère ont commencé à émerger, reliant la disparition du train à des événements et à des personnages qui semblaient auparavant périphériques. L'une des intrigues secondaires concernait Jeanne Morel, qui décida d'approfondir l'histoire de son frère et de Bernard. En analysant d'anciennes correspondances et des archives militaires, elle découvrit que tous deux avaient participé à des exercices secrets liés au projet Orion, avant même leur disparition. Plus qu'un simple entraînement, les documents indiquaient que des essais expérimentaux étaient menés dans des zones forestières stratégiques. Jeanne comprit que la forêt dissimulait non seulement des véhicules et des hommes, mais aussi du matériel dont la fonction restait un mystère. Une autre intrigue secondaire se dessine avec l'ancien technicien Henri. Il révèle que, dans les années 1970, des laboratoires de fortune dans la région de Mourmelon ont testé des technologies manipulant les champs électromagnétiques et les interférences radars. Henri suggère que le train ait pu être transporté ou camouflé à titre expérimental. Mais sa mémoire est fragmentaire et certains de ses souvenirs sont codés sous forme d'acronymes et de symboles que Claire devra déchiffrer. La tension monte.
car plus elles tentent de reconstituer le puzzle, plus ils se rendent compte que quelqu'un les surveille encore. Pendant ce temps, dans le village proche de la forêt, des témoignages ont émergé, faisant état de bruits de véhicules la nuit ou de lumières étranges entre les arbres. Cette intrigue secondaire introduisait une dimension quasi surnaturelle, explorant la peur collective que la forêt ne soit pas qu'un simple espace physique, mais un territoire contrôlé par des forces invisibles. Ce mélange de réalité et de superstition compliquait l'enquête, obligeant Claire à démêler le vrai du faux parmi les indices plausibles et les rumeurs nées d'années de silence et de spéculation. Les relations entre les personnages se complexifièrent. Claire faisait partiellement confiance à Philippe, mais découvrit qu'il entretenait des contacts avec d'anciens officiers susceptibles d'entraver son enquête si elle s'approchait trop de la vérité. Des tensions familiales existaient entre Jeanne et Morel. La loyauté de Jeanne envers son frère se heurtait à son besoin de révéler la vérité, engendrant de petits conflits de confiance au sein du groupe. Chaque interaction générait une multitude d'émotions qui influençaient les décisions stratégiques prises dans la forêt et dans l'analyse des documents. L'enquête s'est accélérée lorsqu'ils ont constaté que certains schémas dans les documents indiquaient une urgence pressante. Certains documents suggéraient que le projet Orion était resté actif des décennies plus tard et que la disparition du train n'était qu'une phase initiale d'expérience de plus grande envergure. Le sentiment d'urgence grandissait. Plus il tardait, plus le risque de destruction de preuves ou d'intervention de forces inconnues augmentait. Une autre intrigue secondaire concernait les médias et le public. Claire devait décider de publier ou non des éléments de l'enquête avant même d'avoir des preuves concrètes. Cela soulevait des dilemmes éthiques. Révéler la vérité immédiatement pouvait mettre des vies en danger, mais retarder la divulgation pouvait permettre aux responsables de continuer à étouffer l'affaire. La tension narrative était exacerbée par les décisions stratégiques, les risques encourus et les conséquences de chaque action. Finalement, les documents commencèrent à révéler des liens internationaux. Le projet Orion n'était pas uniquement français. Des coordonnées et des symboles suggéraient une collaboration avec des agents d'autres pays de l'OTAN, et même des allusions voilées à la CIA et au service de renseignement allemand. Chaque élément de l'intrigue convergeait vers le même point. La disparition du convoi s'inscrivait dans une opération complexe, multidimensionnelle et secrète, dont le dénouement exigerait une action coordonnée, du courage et des décisions rapides. Chaque piste d'enquête, chaque interaction entre les personnages et chaque indice découvert renforçait la tension, maintenant le rythme du récit et préparant le terrain pour le tournant. Une révélation qui allait complètement changer la perception de l'affaire et des forces en jeu. Claire atteignit enfin un point crucial de l'enquête. En recoupant les anciennes cartes avec les coordonnées de l'enveloppe récente, elle comprit que la clairière repérée sur la photographie aérienne n'était pas un point isolé. Il s'agissait de l'entrée d'un bunker souterrain presque oublié, relié par des tunnels à différentes zones de la forêt de Mourmelon. Du matériel de transport expérimental et des véhicules disparus pouvaient s'y trouver, intacts ou partiellement conservés. Alors qu'ils préparaient l'expédition avec Philippe et Morel, ils reçurent un message crypté par radio, provenant d'un expéditeur inconnu, mais utilisant les protocoles du projet Orion. Le message indiquait que Bernard avait anticipé leur arrivée et leur avait donné des instructions pour localiser des preuves à l'intérieur du bunker, tout en les avertissant d'une surveillance active. Premier rebondissement, Luc Bernard n'avait pas simplement disparu. Il était toujours vivant, agissant clandestinement, manipulant ou surveillant peut-être le projet Orion. En pénétrant dans le complexe souterrain, le groupe découvrit des signes de technologies avancées pour l'époque. Les panneaux de contrôle étaient encore fonctionnels, bien que dégradés par le temps, et des documents révélaient des expériences sur des champs électromagnétiques capables de dématérialiser temporairement des véhicules, ce qui pouvait expliquer la disparition du convoi. Deuxième rebondissement,
Il ne s'agissait pas d'une opération militaire classique, mais d'une expérience secrète visant à tester le déplacement temporel ou un camouflage avancé, à l'insu de presque tous, y compris de la plupart des officiers supérieurs. Morel commença à avoir des flashs de souvenirs du jour de la disparition, de petits détails qui lui avaient paru insignifiants jusque-là. L'étrange bruit métallique, les interférences radio et le mouvement inhabituel du brouillard. Il comprit que ces événements n'étaient pas des accidents, mais faisaient partie d'une épreuve soigneusement planifiée, et que Bernard et lui avaient été choisis pour leurs compétences complémentaires. La tension émotionnelle s'intensifia. Morel comprenait désormais toute l'importance du secret qu'il portait depuis des décennies. En explorant plus en profondeur, Claire découvrit une chambre forte contenant des archives intactes, détaillant des expériences où des véhicules et des soldats étaient transloqués dans des compartiments souterrains, puis réintroduits dans des lieux sécurisés pour observation, sans laisser de traces extérieures. On y trouvait des données de Bernard, documentant des schémas d'interférence et des recommandations pour le suivi futur du projet. Troisième rebondissement. Les disparitions n'étaient pas mortelles. Il s'agissait de dissimulations planifiées d'expériences et certains documents sont restés valides jusqu'à aujourd'hui. Au moment le plus tendu, d'anciens détecteurs de mouvement se sont activés, déclenchant des alarmes silencieuses. Philippe a compris que la surveillance à distance était toujours en place et possiblement transmise à des autorités non identifiées. La situation est devenue urgente. Ils ne faisaient pas que découvrir la vérité, ils étaient surveillés par des forces qui voulaient préserver le secret. Et puis, la révélation capitale. Luc Bernard apparaît en personne, désormais plus âgé, mais bien vivant. Il avait vécu dans la clandestinité, supervisant le projet Orion et préservant les informations afin qu'elles parviennent à la bonne personne. Claire. Il n'était pas porté disparu, mais gardien du secret, dont l'existence bouleversait complètement le récit. Le train de 1977 n'avait pas simplement disparu. Il faisait partie d'une expérience dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Ce tournant décisif a non seulement permis d'élucider le mystère central, mais aussi de redéfinir la perception du passé qu'avaient les personnages. La disparition, la sélection des soldats et la manipulation du temps et de l'espace au sein du bunker ont révélé que des forces internationales et secrètes de grande envergure étaient à l'origine de cette affaire. Le choc émotionnel et narratif fut total. Rien de ce qu'ils avaient cru jusqu'alors n'était exactement comme il y paraissait. Après ce tournant décisif, Claire, Philippe, Morel et enfin Bernard durent faire face aux conséquences de leur découverte. La vérité sur le train disparu n'était pas seulement historique, elle avait des implications politiques, militaires et éthiques susceptibles d'ébranler le pays si elle était révélée sans discernement. Morel était visiblement bouleversé. Pendant des décennies, il avait porté le poids de la culpabilité et de la frustration, persuadé d'avoir perdu des soldats sous son commandement. À présent, il savait qu'il avait, d'une certaine manière, participé à une expérience secrète qu'il ne pouvait pleinement comprendre. Le sentiment d'impuissance et le poids des responsabilités firent place à un mélange complexe de soulagement et d'indignation. Soulagement qu'il n'y ait pas eu de mort, indignation d'avoir été manipulé par des forces qui le dépassaient. Claire, quant à elle, était confrontée à des dilemmes professionnels et éthiques. La journaliste avait toujours recherché la vérité, mais elle détenait désormais des informations susceptibles de déclencher des crises internationales et de révéler des opérations secrètes vieilles de plusieurs décennies. Chaque article publié devait être mûrement réfléchi, en trouvant un équilibre entre la révélation historique et la protection des vies impliquées. L'enquête ne visait pas seulement à découvrir ce qui s'était passé, mais aussi à trouver comment présenter la vérité sans conséquences catastrophiques. Philippe, habitué au risque du métier d'agent secret, devint le lien stratégique du groupe. Il analysait les voies d'évasion, les interceptions potentielles et la surveillance à distance du complexe, et servait de médiateur entre Claire et Morel.
Son expérience permit au groupe de planifier minutieusement chaque étape, évitant de divulguer des informations cruciales à des tiers et s'assurant que les découvertes ne tombent pas entre de mauvaises mains. La présence de Bernard compliquait les relations sur le plan émotionnel. Il était le survivant conscient, celui qui avait planifié une partie de l'expérience et préservé des informations afin que la vérité parvienne à Claire. Bien que cette révélation fût positive, il n'avait pas disparu et n'avait pas été une victime, elle engendrait aussi des tensions. Philippe se doutait de ses intentions et Morel éprouvait un mélange de soulagement et de trahison. Pourquoi Bernard était-il resté caché et ne les avait-il pas avertis plus tôt? Entre-temps, de timides réactions extérieures commencèrent à se manifester. Les habitants qui avaient entendu les bruits inhabituels du train des décennies auparavant comprirent alors qu'il existait une explication plausible au mystère de la forêt. La légende locale commençait à se transformer en fait avérée, modifiant la perception du public quant à la disparition. La pression des médias et des autres enquêteurs s'intensifia, quoique discrètement, obligeant Claire à accélérer l'analyse et à décider quelles informations pouvaient être divulguées sans risque. En interne, le groupe devait faire face à l'impératif d'une documentation précise. Cartes, comptes rendus d'expériences, coordonnées et observations de Bernard devaient être cataloguées, conservées et interprétées. Chaque décision prise à ce moment-là aurait des conséquences directes. Une divulgation prématurée pourrait mettre des vies en danger. Une omission pourrait compromettre le récit. La tension narrative s'intensifiait, car la vérité était puissante, mais dangereuse. De plus, on pensait que le projet Orion, même des décennies plus tard, pouvait encore être actif ou partiellement fonctionnel ailleurs. La menace n'était pas seulement historique, des forces étaient à l'œuvre et prêtes à réagir si les secrets étaient révélés. Cela a exacerbé le suspense, transformant la découverte historique en un conflit immédiat et tangible. Les conséquences émotionnelles furent également profondes. Chaque personnage dut affronter son passé, ses défauts perçus et la réalité d'avoir été manipulé pendant des décennies. La révélation transforma le récit personnel en un drame de confiance, d'éthique et de survie émotionnelle. L'histoire du train disparu cessa d'être un vieux mystère. Elle devint une expérience vécue, avec des répercussions pour tous ceux qui y étaient impliqués et pour le pays tout entier. La découverte du bunker et la révélation que Bernard était vivant ont contraint les protagonistes à évoluer d'une manière qui semblait auparavant impossible. Claire a dû transformer son instinct d'enquêtrice en une stratégie méticuleuse. Il ne suffisait plus de simplement recueillir des faits, elle devait analyser les risques, anticiper les réactions de forces inconnues et coordonner la divulgation de la vérité en toute sécurité. Son obsession pour la révélation est devenue plus maîtrisée, plus mature, celle d'une journaliste qui comprenait que le savoir pouvait sauver des vies ou les mettre en danger. Morel, qui vivait auparavant rongé par la culpabilité et le perfectionnisme, commença à comprendre que le passé était immuable, mais qu'il pouvait être appréhendé et transformé en atout. Il apprit à faire confiance à Claire et Philippe, s'autorisant à accepter leur aide et à partager les responsabilités. Le capitaine, jadis rigide et solitaire, devint un mentor stratégique, alliant discipline et collaboration et canalisant sa frustration en action constructive. Philippe, habitué à travailler seul ou sous les ordres d'une hiérarchie, a mûri en accordant davantage de confiance à Claire et Morel. Il a appris à déléguer et à accepter les décisions collectives, comprenant que la force du groupe primait sur son expérience individuelle. Son évolution a démontré que même les professionnels les plus aguerris peuvent tirer des enseignements du point de vue d'autrui, notamment face à des problèmes qui remettent en cause la logique militaire traditionnelle. Bernard, qui avait passé des décennies à observer et documenter le projet Orion, se trouvait confronté à un nouveau défi, renouer avec le contact humain et partager des secrets qu'il avait gardés seul.
Cette expérience le transforma d'un survivant silencieux en un allié actif, soulignant l'importance de la collaboration pour affronter des secrets qui transcendent le temps. La forêt de Mourmelon, théâtre de la disparition, devint aussi un catalyseur de croissance. Chaque obstacle physique, sentiers inondés, tunnels étroits et ruines de bunkers exigeait une adaptation immédiate. Le groupe apprit à décoder d'anciens signaux, à interpréter des schémas dans des documents et à opérer en milieu hostile sans s'appuyer uniquement sur la force ou la technologie. La forêt, qui avait un temps semblé menaçante, devint également une école de stratégie, de patience et de perception. Tout en s'efforçant de relier tous les indices, ils mirent au point des méthodes coordonnées d'enregistrement, de communication et d'analyse. Claire perfectionna des techniques de documentation sécurisée des preuves. Philippe mit en œuvre des protocoles de surveillance improvisés. Morel mobilisa des connaissances militaires oubliées pour interpréter les schémas de déplacement. Bernard décrypta d'anciennes notes du projet Orion. Chacun gagna en compétences et en compréhension, transformant le groupe en une équipe capable de résoudre les énigmes les plus complexes. Sur le plan émotionnel, il y a également eu des défis à relever. Claire a appris à gérer la frustration, les tensions et les dilemmes éthiques sans les laisser la paralyser. Morel est parvenu à se libérer d'une ancienne culpabilité et à accepter que la responsabilité soit désormais collective. Philippe a reconnu ses faiblesses sans compromettre l'efficacité stratégique. Bernard a trouvé un nouvel élan en partageant son expérience et en guidant l'enquête. Le dépassement des difficultés impliquait non seulement des progrès individuels, mais aussi une harmonie entre les personnages. Ils comprirent que chaque compétence et chaque expérience complétaient les autres, formant un réseau d'intelligence, de courage et d'adaptabilité capable de percer un mystère qui s'étendait sur des décennies. Cette croissance s'est manifestée non seulement par des compétences pratiques, mais aussi par la capacité à faire confiance, à agir sous pression et à transformer la peur et l'incertitude en décision et en action, préparant ainsi le terrain pour le point culminant de l'histoire. Forts de leurs succès individuels et de la cohésion du groupe, Claire, Philippe, Morel et Bernard étaient prêts à aborder la phase finale de l'enquête, révéler toute la vérité sur le train disparu de 1977 et le projet Orion. Mais avant le dénouement, il leur fallait encore organiser les derniers éléments et résoudre les intrigues secondaires qui planaient encore sur le récit. Il y avait d'abord la question des habitants. Certains avaient des indices concernant des véhicules et des lumières étranges, mais la peur des représailles les réduisait au silence. Claire et Jeanne Morel s'efforcèrent de gagner la confiance de ces témoins, démontrant ainsi l'importance historique et éthique de l'enquête. Chaque témoignage apporta de nouvelles informations, mais révéla aussi la complexité de vieux secrets. Des gens avaient protégé le train pendant des décennies sans en connaître la véritable raison. Deuxièmement, il fallait déchiffrer intégralement les archives du projet Orion. Bernard guida le groupe à travers les documents codés, révélant des schémas de déplacement, des réseaux de transport souterrains et des indices de technologies expérimentales. Chaque découverte accroissait la tension. Plus ils avançaient, plus les risques d'intervention de forces encore actives et d'intérêts internationaux susceptibles de réagir à la divulgation de la vérité devenaient évidents. La pression du temps s'intensifiait. Certains documents laissaient entendre que des essais étaient peut-être encore en cours dans des lieux secrets. Claire comprenait que tout retard dans la divulgation ou toute enquête menée sans prudence pouvait avoir des conséquences imprévues. Le rythme du récit s'accéléra. Des décisions précises s'imposaient à chaque instant, alliant stratégie, observation et improvisation. À cela s'ajoutait la dimension personnelle. Morel et Bernard devaient affronter leurs souvenirs de 1977, faire la paix avec leurs expériences passées et collaborer efficacement. Philippe jouait le rôle de médiateur, conciliant les tensions émotionnelles et les impératifs pratiques. Claire, quant à elle, devait maintenir sa concentration sur l'enquête sans laisser l'anxiété ou l'urgence compromettre l'analyse des données. Chaque personnage était à bout de force,
tant émotionnellement que physiquement. La forêt et le complexe souterrain prirent une importance encore plus grande. Le groupe établit des voies d'accès et de sortie, des points d'observation stratégiques et des lieux de collecte de preuves. Chaque pas devait être calculé, en évitant les zones encore sous surveillance et en repérant les schémas susceptibles de révéler des pièges ou d'anciennes interventions. L'interaction avec l'espace physique intensifiait la tension et préparait directement le terrain pour le dénouement, s'assurant que tout soit en place pour l'affrontement final avec le mystère. Finalement, le récit a fait naître une forte attente autour de Bernard. Il était la pièce maîtresse, reliant le passé et le présent, la disparition et la révélation. Son expérience au sein du projet Orion et sa connaissance du bunker souterrain le plaçaient au cœur du dénouement, mais représentaient aussi un point faible. Le moindre faux pas pouvait compromettre toute l'opération et exposer des secrets soigneusement dissimulés pendant des décennies. La tension narrative était à son comble. Tous les personnages possédèrent les compétences, les informations et les motivations nécessaires pour l'affrontement final. Les intrigues secondaires, habitants, documents, codes, dilemmes éthiques et risques d'intervention extérieure étaient interconnectés et sur le point de converger. Le lecteur pressentait que la révélation serait intense, imprévisible et marquante, garantissant ainsi au dénouement une portée émotionnelle, stratégique et historique considérable. Le groupe pénétra enfin au cœur du complexe souterrain, où le sort du train disparu et le secret du projet Orion se dévoilèrent dans toute leur ampleur. De larges tunnels, renforcés par du vieux béton, laissaient entrevoir des véhicules conservés avec une précision surprenante. Les mêmes camions Berliet de 1977, les jeeps d'escorte et même le véhicule blindé, tous intacts mais recouverts de décennies de poussière et de rouille partielle. Du matériel expérimental était encore sur place, certains éléments portant des traces d'entretien récents, témoignant d'une activité toujours en cours. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se trouvait face à la preuve ultime, le chaînon manquant entre le passé et le présent. Chaque document décodé par Bernard prenait tout son sens dans cet espace physique, prouvant que la disparition n'était pas un accident, mais une expérience militaire ultra secrète, impliquant un transport souterrain et un camouflage électromagnétique. Soudain, des alarmes silencieuses, probablement d'anciens détecteurs de mouvement activés par leur poids, se mirent à sonner et les lumières de secours clignotèrent. La tension était à son comble. Quelqu'un ou une entité surveillait encore le bunker. La présence de Bernard, qui avait anticipé cette éventualité, était cruciale. Il guida le groupe à travers des passages secondaires, évitant les détecteurs et les salles de confinement, jusqu'à une chambre centrale. Ils y découvrirent les archives finales qui expliquaient la sélection complète des soldats et des véhicules. Seuls certains individus avaient été choisis en raison de compétences spécifiques que possédaient Bernard, Morel et d'autres. Certains furent transportés pour des essais de camouflage temporel. D'autres, comme lui, restèrent en activité pour veiller au bon déroulement du projet. L'ampleur de l'expérience était impressionnante. Les disparitions de 1977 ne représentaient qu'une phase d'expérimentation de technologie qui pourrait aujourd'hui avoir des répercussions mondiales. Au comble de l'émotion, Morel fit face à Bernard. Des décennies de silence et de mystère se condensèrent en un instant chargés de tension, le soulagement de savoir ces hommes survivants, l'indignation de ne pas avoir été informés et la conscience que le gouvernement lui-même avait manipulé leur vie. Ils se firent face, non plus comme de simples soldats et observateurs, mais comme des hommes ayant vécu dans l'ombre de secrets qui avaient façonné leur destin. Claire a tout documenté, consciente que chaque photographie, chaque note, chaque observation revêtait un poids historique et éthique. Parallèlement, elle comprenait que l'histoire ne pouvait être racontée simplement, des répercussions politiques et internationales, susceptibles de provoquer des crises en cas de révélation irresponsable, étaient à prévoir. Elle prit une profonde inspiration, sachant que la vérité avait enfin éclaté, mais que la responsabilité de la révéler était immense.
La tension narrative atteignit son paroxysme, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Couloirs souterrains, véhicules intacts, documents secrets et présence silencieuse de forces extérieures créèrent un sentiment de danger imminent. C'était le summum de la combinaison de mystère, de suspense, d'action et de révélations historiques. Dans les derniers instants, Bernard révéla un ultime secret. Des coordonnées hors de la forêt indiquaient qu'une partie de la technologie du train était encore active et pouvait servir à de futures expériences. Cette révélation plaça le groupe face à un dilemme: tout révéler immédiatement ou garder certains secrets pour protéger des vies et éviter des répercussions internationales. La décision reposait sur Claire, qui portait la responsabilité de transformer des décennies de silence en un récit clair et percutant. Le dénouement a non seulement résolu le mystère de la disparition, mais a aussi transformé tous les personnages. Claire, plus stratégique et éthique, Morel, réconcilié avec son passé. Philippe, capable de faire confiance et de déléguer. Bernard, enfin sorti de l'ombre, guidant le présent grâce à la connaissance du passé. Suspense, action et émotion ont convergé en un moment inoubliable, laissant le lecteur à la fois tendu et comblé par l'ampleur de la découverte. Dans les jours qui suivirent l'exploration du bunker, Claire et son équipe organisèrent minutieusement les informations. Chaque détail de la disparition de 1977, chaque document du projet Orion, chaque trace de Bernard et des itinéraires souterrains fut répertorié. Le récit historique était complet, mais sa diffusion devait être stratégique. La vérité était à la fois puissante et délicate. Plus de 30 ans de mystère ont enfin été résolus. Le train disparu n'a été victime ni d'un accident, ni d'un sabotage, ni d'une désertion. Il faisait partie d'une expérience secrète impliquant des transports souterrains et des techniques de camouflage. Les véhicules et les soldats, physiquement intacts, avaient été déplacés vers des lieux sûrs pour observation, et seuls quelques individus triés sur le volet, comme Bernard, restaient en fonction pour superviser le projet. La réaction fut immédiate, mais maîtrisée. Claire publia une série d'articles relatant l'histoire chronologiquement, de manière documentée et éthique, mettant en lumière l'impact humain et historique de la disparition, sans divulguer de technologies encore sensibles. Le public fut fasciné. Les récits de véhicules disparus, réapparaissant dans des bunkers secrets, et de soldats ayant vécu des décennies dans l'ombre d'un secret militaire devinrent viraux. Le récit se transforma en phénomène culturel, suscitant des débats sur l'éthique militaire, les secrets d'État et le rôle des médias dans la préservation de la vérité. Pour les protagonistes, les conséquences furent profondes. Morel trouva soulagement et réconciliation avec lui-même et ses hommes. Philippe comprit que ces décennies d'expérience pouvaient servir à protéger et à guider, et non seulement à obéir aux ordres. Bernard vit enfin sa mission accomplie. Il avait assuré la préservation du projet Orion tout en permettant des révélations historiques. Et Claire, malgré les pressions extérieures et les dilemmes éthiques auxquels elle était confrontée, atteignit son objectif principal: raconter toute l'histoire, reliant passé et présent avec précision et émotion. L'histoire du train disparu est passée du mythe à la réalité, de la légende aux documents historiques, prouvant que même les plus grands secrets peuvent être révélés grâce à la patience, au courage et à une enquête rigoureuse. Le dénouement a non seulement résolu le mystère, mais a aussi donné une forme au parcours personnel. Chaque personnage a mûri, chaque relation a été mise à l'épreuve et renforcée, et l'énigme qui a résisté pendant des décennies a enfin été élucidée. Le passé et le présent se sont convergés, laissant une empreinte indélébile dans la mémoire collective et nous rappelant que les secrets, même les mieux gardés, ont toujours un prix et finissent toujours par être révélés. 5 ans après la découverte du train disparu, Claire contemplait le coucher du soleil sur la forêt de Mourmelon. La région, jadis nimbée de mystère et de silence, était devenue un symbole d'histoire, de courage et de découverte.
Morel et Bernard continuaient de surveiller discrètement les sites stratégiques, tandis que Philippe contribuait à l'organisation des archives historiques de l'OTAN. Claire réfléchissait à la façon dont les secrets peuvent façonner des vies et comment la vérité, même tardive, transforme la perception du passé. Le monde connaissait l'histoire, mais quelques questions restaient sans réponse, et certains secrets demeuraient enfouis, attendant le moment propice pour être révélés. L'écho du train disparu persistait, non pas comme une source de peur, mais comme un rappel saisissant que le passé n'est jamais vraiment perdu. Si le mystère du train disparu en 1977 et les secrets du projet Orion vous ont fasciné, partagez cette histoire et aidez d'autres personnes à percer ce mystère historique. Commentez en exposant vos théories, analysez les indices et participez à la discussion. Vous pourriez bien avoir découvert quelque chose qui vous avait échappé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables de disparitions, de mystères et de secrets enfin révélés. Chaque récit partagé fait revivre le souvenir d'événements qui défiaient le temps et la perception, et vous pouvez participer à cette aventure.